Déjà, quand on est dans l'hyper-contrôle, quand on a une déconnexion de sa satiété, de sa faim, qu'on a une obsession par rapport à l'alimentation, qu'on a une addiction au sucre, qu'on a du grignotage compulsif, c'est déjà une forme de trouble du comportement alimentaire. Sauf que ça, en général, on n'en a pas conscience et c'est pas forcément bien diagnostiqué. La prise en compte des émotions et de la psychologie, elle est beaucoup moins prise en compte dans un parcours classique. Et en fait, cette frustration, cette privation, cette déconnexion va créer une perte d'estime et comprendre aussi les mécanismes émotionnels qui impactent l'alimentation. Parce que c'est pas qu'une question d'être rigoureux, c'est aussi comprendre ce qui se passe psychologiquement à l'intérieur de nous. Souvent, les régimes, c'est aussi une cause de dérèglement du comportement alimentaire. Je suis passée par des régimes entre guillemets classiques et ça a fait pire que mieux. Bonjour à tous, bienvenue. Je suis Charles, je suis le cofondateur de Kiné Coach Santé. Chaque année, on accompagne des milliers de personnes à se réconcilier avec leurs émotions pour retrouver une relation saine avec la nourriture. Et c'est ce qui leur permet de réussir à perdre du poids durablement. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Tess, qui travaille avec nous comme diététicienne spécialisée dans les troubles du comportement alimentaire. Salut Tess, comment tu vas? Salut Charles, merci, ça va et toi? Ça va super, je suis super content de pouvoir prendre l'opportunité et le temps de faire enfin un épisode de podcast avec toi parce que je pense que tu as beaucoup à apporter. Nous, on a beaucoup échangé en interne sur tous ces sujets-là, bien sûr. Et aujourd'hui, ce qui peut être intéressant, c'est vraiment que tu partages ta vision sur vraiment, en tant que diététicienne, toi, ce que tu vois dans ta pratique, dans ton métier, sur justement la relation alimentation. Et première question que j'aimerais te poser, c'est quand quelqu'un veut perdre du poids et va voir une diététicienne, à quoi ça ressemble généralement le parcours d'une personne qui va voir une diététicienne pour une problématique de surpoids? Alors, en général, la diététicienne, bah, elle va s'intéresser surtout aux pathologies et à un régime adapté à la personne. Donc, les questions, en général, elles vont être surtout posées sur les habitudes alimentaires de la personne et les pathologies essentiellement. Et le contexte. Ça va être vraiment les questions les plus importantes. Par contre, la prise en compte des émotions et de la psychologie, elle est beaucoup moins prise en compte dans un parcours classique. Et si par exemple, tu vois, on se concentre vraiment sur une personne qui a un bilan sanguin, on va dire, qui est bon, sur lequel il y a aucun marqueur qui est déconnant, mais qui Mhm. souffre de surpoids et qui vraiment veut perdre du poids, va voir une diététicienne pour ça. Donc, Mhm. si je comprends bien, la première chose, toi, que tu vas regarder, c'est déjà est-ce qu'on est sur un état pathologique. Donc, j'imagine Ouais. tu vas voir différents indicateurs. Et si justement il y a rien à signaler de ce niveau-là, toi, comment tu vois les choses sur la manière d'aborder cette question de surpoids? Alors, si on part vraiment d'un bilan diététique classique, pas forcément, du coup, ma prise en compte à moi, étant donné que je me suis formée effectivement au TCA et à la psychologie. En général, ce qui va être vraiment vu, c'est les habitudes de vie de la personne et on va lui faire un programme alimentaire avec un déficit calorique prévu pour lui permettre de perdre du poids. Et on va aussi prendre en compte forcément ses pathologies ou ses habitudes de vie. Par exemple, si on a une personne végétarienne, effectivement, on va lui faire un programme qui va respecter un certain dosage en protéines, en glucides, en lipides. Si on a une personne qui a un régime sans sel, qui a du cholestérol, qui a du diabète, on va surtout faire un régime adapté à la personne. C'est ce qui va être pris en compte dans un bilan classique. OK. Et toi, qu'est-ce qui t'a amené justement à aller te former plus précisément sur ces sujets-là, sur ces dynamiques d'alimentation émotionnelle, de troubles du comportement alimentaire? Moi, dans mon parcours déjà personnel, quand j'étais à la fin de mon adolescence, j'ai eu, un moment où j'ai eu de l'hyperphagie et des moments une dérégulation, en fait, de mon comportement alimentaire. Pourtant, à ce moment-là, j'avais quand même des bonnes habitudes de vie, mais effectivement, à ce moment-là, je vivais des émotions qui étaient très fortes. J'étais dans une période de ma vie où j'étais pas nécessairement bien et ça a dérégulé mon rapport à l'alimentation et justement, à ce moment-là, je suis passée par des régimes, entre guillemets, «classiques» et ça a fait pire que mieux. Donc, je me suis toujours plus ou moins intéressée à la gestion des émotions parce que moi, ce qui m'a permis justement de sortir de l'alimentation émotionnelle et de ce moment où j'avais des troubles du comportement alimentaire, ça a été justement de m'intéresser à la psychologie et à la diététique. OK. Peut-être, on peut en profiter pour redéfinir un peu ce que c'est, tu vois, les troubles du comportement alimentaire, peut-être les différents types de TCA, la différence ou le point commun avec ce qu'on met dans le terme alimentation émotionnelle. Tu peux parler un peu de ça, expliquer un peu ça pour les personnes Ouais. qui connaîtraient pas trop? Alors c'est vrai qu'en règle générale, quand on parle de troubles du comportement alimentaire, la première chose à laquelle on pense et en général, c'est ce à quoi pensent, les personnes, c'est, l'hyperphagie, la boulimie et du coup l'anorexie. L'hyperphagie, pour rappeler ce que c'est par rapport à la boulimie, c'est des grosses compulsions alimentaires sauf que c'est pas, accompagné de vomissements.
La boulimie, ça va être des grosses compulsions, mais accompagnées de vomissements. Et l'anorexie, là, on arrête complètement de s'alimenter. Et en général, les personnes, quand on leur parle de troubles du comportement alimentaire, c'est les premières choses à laquelle elles pensent. Donc souvent, elles vont pas forcément se poser la question pour elles-mêmes s'il n'y a pas autre chose. Alors qu'en réalité, quand on parle de troubles du comportement alimentaire, c'est pas forcément que ça c'est les plus gros, mais ça, c'est ceux qui ont un nom. Déjà, quand on est dans l'hyper-contrôle, quand on a une déconnexion de sa satiété, de sa faim, qu'on a une obsession par rapport à l'alimentation, qu'on a une addiction au sucre, qu'on a du grignotage compulsif, c'est déjà une forme de trouble du comportement alimentaire et c'est déjà une forme de TCA. Sauf que ça, en général, on n'en a pas conscience et c'est pas forcément bien diagnostiqué. Ouais, ou j'ai l'impression pas du tout diagnostiqué d'ailleurs. Parce Ouais. qu'aujourd'hui, c'est quoi le parcours, classique pour diagnostiquer? Pour expliquer à quelqu'un, tu vois, justement qui se reconnaît peut-être un peu là-dedans, comment se faire diagnostiquer? Est-ce que c'est forcément indispensable? Enfin, comment tu vois les choses? Alors, je pense qu'aujourd'hui, effectivement, il y a très peu de professionnels qui sont formés, à ce sujet. À part si on va voir vraiment une diététicienne spécialisée en psychonutrition ou si on va voir un médecin nutritionniste spécialisé peut-être en psychologie, un psychiatre ou en tout cas un professionnel qui est sensible à ce sujet-là. Je pense qu'il y a pas forcément, beaucoup de possibilités de se faire diagnostiquer parce qu'on en parle encore très, très peu et il y a pas forcément beaucoup de solutions. Enfin, Et de on parlait solutions en tout de cas sur les ré pour le diagnostiquer, il y a pas encore beaucoup de moyens. ouais, donc à partir du moment où c'est pas forcément évident à diagnostiquer, justement, en plus, tu vois, si on reprend un peu le contexte, perte de poids, souvent, tu sais, Ouais. tu as beaucoup de personnes qui vont vraiment essayer de se concentrer sur, quoi faire pour perdre du poids, donc plan d'action, nutrition, sport et cetera, qui ne le tiennent pas et qui pensent que, c'est leur faute, alors qu'en fait, c'est la méthode même juste qui est pas adaptée. C'est-à-dire que le plan d'action qu'ils essayent de mettre en place n'est finalement peut-être pas la priorité dans leur contexte. Souvent, tu vois, quand on parle de personnes qui souffrent de surpoids, elles ont un rapport à l'alimentation qui est pas sain, qui est mauvais et qui fait que du coup, elles ont tendance à compenser leurs émotions avec l'alimentation et en parallèle de ça, elles essayent de perdre du poids. Alors qu'en plus, c'est quelque chose qui vient exacerber ce problème-là. Toi, comment tu vois les choses peut-être si on devait dresser un peu une hiérarchie, tu vois, aujourd'hui, imagine, tu parles à une personne qui souffre de surpoids, qui a identifié qu'elle a tendance à se réconforter avec la nourriture. Toi, c'est quoi un peu ta manière de réfléchir par rapport aux priorités dans ce contexte-là? Alors déjà, ce que je vois souvent, dans les régimes, c'est que souvent les régimes, c'est aussi une cause de dérèglement du comportement alimentaire. Donc souvent les personnes qui ont fait beaucoup de régimes, comme dans les régimes alors souvent, bah, sur le marché, on vend des régimes. Pour vendre des régimes, bah, il faut que ça corresponde aux attentes des personnes et souvent les personnes, leur première attente, c'est perdre vite et rapidement. Donc il y a beaucoup de régimes sur le marché qui proposent des solutions pour perdre vite et rapidement. Sauf que souvent, c'est des régimes qui ne sont pas nécessairement respectueux du métabolisme, donc qui vont créer des carences et qui vont créer progressivement une déconnexion des signaux corporels de faim et de satiété et de rassasiement. Et le problème en fait des régimes, c'est que plus on en fait, plus on apprend à se priver, plus on apprend du coup à se déconnecter de sa petite faim, de sa moyenne faim. La grande faim, on la ressentira toujours, la grande faim, parce que celle-là, c'est celle justement qui va amener la compulsion. Quand le taux de gréline dans le corps, il est très important, donc la gréline, pour le rappeler, c'est l'hormone du coup de la faim qui va être sécrétée en grande quantité quand on a très faim. Et là, cette grande compulsion, celle-là, on aura vraiment, on ne pourra pas la contrôler. Et en général, elle va nous amener vers des aliments très gras, très sucrés et à manger vite. Donc souvent, à être vraiment dans l'hyperphagie. Plus on mange vite, moins on est connecté à sa satiété, à son rassasiement, plus on va le dépasser et plus ça va arriver souvent, plus on va perdre la maîtrise de ses signaux corporels. Et en fait, cette frustration, cette privation, cette frustration, cette déconnexion va créer une perte d'estime associée. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le cycle de la restriction cognitive. Et ça, c'est ce qu'on voit dans les régimes, dans beaucoup de régimes, parce que comme l'objectif, c'est de perdre vite et rapidement, eh bien, on va vers des régimes qui ne sont pas respectueux du métabolisme, qui vont entraîner des carences et qui vont entraîner aussi une déconnexion des signaux corporels parce qu'on sera sur des déficits qui seront beaucoup trop importants pour respecter les signaux corporels. Tu as parlé de rassasiement et de satiété. Est-ce que peut-être tu peux, expliquer pour les personnes qui ne savent pas trop ce que c'est la différence? Alors, le rassasiement, en fait, ça va être le moment dans le repas où on a encore une petite faim, on a encore une toute petite faim, mais on sent qu'on a bien mangé. Donc en général, il y a encore un peu d'espace, il y a encore un peu d'espace, mais on sent que là, si on s'arrête là, on est bien et ça, c'est ce qu'on appelle le rassasiement. La satiété, c'est l'état après le rassasiement, où on n'aura plus faim sur une certaine période. Mais on se sentira bien, on n'aura pas de sentiment de lourdeur dans le corps, ce sera un état, agréable. Voilà, ça c'est pour différencier un petit peu les 2. OK En général, et donc quand on arrive sur le rassasiement,
pour aider un petit peu les personnes à comprendre le rassasiement. Donc il y a une petite pression au niveau du diaphragme, il y a encore un petit peu d'espace. Par contre, le goût commence à se transformer parce que quand on a faim, on a de l'appétence. Quand on commence à avoir moins de goût et que le goût est un peu moins agréable, c'est qu'on arrive sur le moment du rassasiement. OK, OK, super. Je te remercie et alors tu parlais de personnes qui le problème des régimes, c'est que ça va affecter leur estime d'elles-mêmes. Finalement, c'est quoi un peu le cercle vicieux que tu as identifié dans ces régimes qui promettent des pertes de poids rapides, donc du coup qui donnent un plan d'action qui déclenche une perte de poids rapide, mais avec le prix à payer, derrière qui est, notamment, le fait d'être déconnecté de ces signaux, le fait d'avoir des carences nutritionnelles et une perte d'estime? Bah, le problème, c'est que ça crée déjà une anxiété généralisée par rapport à la nourriture. Donc souvent, en fait, comme le comportement par rapport à la nourriture va être perturbé, ça va créer de l'anxiété, ça va créer des pensées envahissantes. Souvent, il y a des problèmes aussi derrière associés, parce que souvent, la relation à l'alimentation, elle est aussi liée parfois au rapport qu'on entretient avec soi-même, avec son corps, avec l'alimentation. Et le problème, c'est qu'il va falloir en fait régler tout ça, pas régler uniquement le problème alimentaire, parce que souvent, on sait quand même ce qu'il faut manger, on sait quand même voilà, qu'il faut manger un peu moins. On sait, plus ou moins vers quels aliments se tourner et quels aliments sont sains, mais on n'arrive pas vraiment à jauger entre guillemets entre on n'arrive pas à trouver le juste milieu. Souvent le problème que je rencontre souvent, c'est vraiment cette notion de juste milieu, d'être vraiment de pas être dans la frustration et d'être dans un équilibre global où il y a un petit peu de plaisir, mais il y a aussi un déficit et ça, voilà, ça c'est un problème que je rencontre souvent et ce que je vais souvent analyser, en tout cas dans les consultations ou les personnes que j'accompagne, avec les personnes que j'accompagne, c'est le discours intérieur qu'elles se disent, parce que ça en dit beaucoup sur leur rapport au corps, leur rapport à l'alimentation et leur rapport à elles. Donc ça va être soit on va être dans des discours de l'hypercontrôle, soit dans des discours où il y a vraiment beaucoup d'anxiété généralisée par rapport à l'alimentation, mais aussi autour d'elle. Donc le discours, il est super important. OK et par exemple, si on prend, l'exemple d'une personne qui a un discours envers elle-même, qui souffre d'une anxiété généralisée, ce serait quoi la 1re chose que tu lui recommanderais? Je sais que c'est très contextuel, mais tu vois, si on essaye de généraliser un petit peu, est-ce qu'éventuellement il y a quelque chose qui devient de facilement actionnable, justement pour un peu inverser le cercle vicieux à ce niveau-là? Puisque de ce que je comprends dans tes perceptions, c'est quand même l'un des points de départ. Oui, et ça justement, c'est quelque chose du coup qu'on fait chez KCS, mais c'est surtout la bienveillance envers elle-même et dans le discours intérieur, bah, le discours qu'elles se disent avant une compulsion et après une compulsion, donc souvent le discours de la privation, de la frustration, hein, qu'on va entendre: «Je n'ai pas le droit, il y a des aliments interdits» et puis après ça va être: «Je culpabilise, j'ai mal fait, je dois continuer à me priver», beaucoup de culpabilité autour de ce qu'elles ont fait, «Je suis nulle». Donc la première chose, je pense que ce serait réintégrer de la bienveillance envers elles-mêmes et justement retrouver un équilibre alimentaire où il y a le plaisir à sa place. Donc plus employer des mots comme: «C'est interdit, mais je peux me faire plaisir aussi». Il peut y avoir un déficit calorique tout en me faisant plaisir. Ouais et souvent, c'est ce qui est la sensation qui est mal compris. C'est parce que jusqu'à maintenant, j'ai fait X régime et c'était difficile, c'était contraignant de perdre du poids, où je me suis privé, j'ai souffert de restrictions, cognitives et cetera, alimentaires. J'ai la sensation que ça doit être pareil pour que cette fois-ci j'y arrive et souvent c'est un peu le piège de déjà déconstruire cette croyance que ça va être difficile de perdre du poids et c'est quelque chose, comme presque le projet, d'une vie de: «OK, je me serre la ceinture pendant 6 mois et après ma vie sera tellement plus merveilleuse». Mais Ouais. c'est comme si on avait Après l'impression que ça devait être difficile. Après, il y a aussi là autre chose que tu soulignes, c'est que justement, souvent l'envie, c'est perdre vite, rapidement et faire des efforts, sur un laps de temps restreint. Donc elle part du principe que ça va être un effort et que cet effort, il faut le faire, il faut qu'il soit, du coup, faut optimiser le temps, donc perdre le plus rapidement sur un laps de temps court pour ensuite repartir, sur, un «apaisement alimentaire» entre guillemets. Ce qui fait que du coup, la stratégie qui est mise en place pour perdre du poids, n'est pas du tout, la même que celle qui va permettre, entre guillemets, de maintenir le poids. Et en fait, ça leur permet pas non plus, bah, «d'apprendre» entre guillemets comment réguler l'alimentation, réguler, leur rapport à la nourriture. Parce qu'en fait, elles mettent en place ces personnes entre guillemets mettent en place pendant, un laps de temps, des habitudes qu'elles ne pourront pas du tout tenir sur la durée, en fait. Donc, on n'est pas dans un apprentissage du coup. Et d'ailleurs, c'est intéressant, ça nous permet de clarifier aussi un point, c'est que pour réussir à perdre du poids et après effectivement à le maintenir, il va falloir continuer à mettre en place les actions qui me permettent de maintenir ce nouvel état physique, physiologique, psychologique
Est-ce que, par exemple, tu vois, dans des choses que tu as tendance à recommander, des choses qui doivent être maintenues pour que la situation se maintienne? Donc, imaginons, j'avais 10 kilos à perdre, j'ai réussi à perdre 10 kilos. C'est quoi les choses que tu as identifiées, ou peut-être le point un peu commun chez les personnes que tu as identifiées qui réussissent à maintenir les résultats? De choses, pas forcément liées à l'alimentation, puisqu'on sait quoi manger, on sait qu'il faut manger d'une certaine manière, on sait qu'il faut continuer à avoir une activité physique, mais plus peut-être sur le côté émotionnel, discours interne. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as identifié qui te paraît vraiment primordial de bien comprendre et de maintenir pour réussir justement à ne plus revenir en arrière comme ça a été le cas avec tous les régimes passés? Bah, je pense que dès lors qu'on entame entre guillemets «une perte de poids», il faut travailler sur le rapport au corps et le rapport à l'alimentation et le rapport à soi. Parce qu'en fait, c'est en travaillant là-dessus tout en perdant du poids, qu'on va pouvoir ensuite maintenir, sur la durée la perte de poids et avoir acquis entre guillemets «les compétences, émotionnelles» qui nous permettent de maintenir notre poids durablement. Parce qu'effectivement, si, on fait des efforts sur un laps de temps, restreint et qu'ensuite une fois qu'on reprend notre vie, normalement et qu'on arrête le déficit, bah, là, en général, on est fatigué parce que, bah, il y a eu, un déficit pendant une longue période, il y a des carences qui se sont créées, il commence à y avoir des défaillances, métaboliques, il y a la frustration et la privation qui ont entraîné une déconnexion des signaux corporels. Donc en fait, le, régime en soi a encore plus perturbé le rapport à l'alimentation. Donc en fait, c'est vraiment important, en fait, quand on est déjà dans la démarche de perdre du poids, de le faire correctement pour travailler sur la relation à soi, au corps et à l'alimentation pour que ça perdure dans la durée en fait. Et travailler vraiment plutôt sur un bien-être global et trouver un équilibre global qu'on va pouvoir tenir des années plutôt qu'être dans un état d'esprit où on fait les choses à un moment donné X pour reprendre une routine après qui nous convient mieux. Ouais, et ça, c'est ce qui se rapproche aussi beaucoup de, les personnes qui se sentent en échec après avoir testé, beaucoup de méthodes différentes. S'il y avait, tu vois, un message que tu voudrais transmettre à toutes ces personnes qui s'estiment avoir été vraiment en échec, pour qui le poids, c'est vraiment le sujet de leur vie, ce serait quoi? Justement choisir une méthode où cette fois-ci, justement de pas être dans un état d'esprit où elles vont être absolument rigoureuses parce que souvent il y a cette envie de se dire, «Si je n'arrive pas à me priver, je suis pas rigoureuse» et en fait, c'est peut-être être plus douce aussi avec envers elles-mêmes, se dire qu'en fait, c'est normal qu'elles y aient pas arrivé, enfin qu'elles n'y soient pas arrivées parce qu'en fait, la rigueur, c'est ça qui entraîne la déconnexion justement des signaux corporels donc, retrouver de la bienveillance envers elle-même en se déculpabilisant par rapport à ça, la première chose et deuxièmement, bah, cette fois-ci, justement, voir plutôt l'alimentation dans un bien-être global, accepter de perdre peut-être plus lentement et de travailler justement sur leur rapport au corps, à l'alimentation et comprendre aussi les mécanismes émotionnels qui impactent l'alimentation. Parce que c'est pas qu'une question d'être rigoureux, c'est aussi comprendre ce qui se passe psychologiquement à l'intérieur de nous, comprendre comment notre comportement alimentaire s'autorégule, comprendre comment nos émotions impactent l'alimentation et comprendre comment notre corps est capable enfin, se reconnecter à son corps aussi pour refaire confiance à son corps. Et tu Donc as voir un voilà, exemple? un exemple, Est-ce que tu as un exemple qui te vient? un exemple, par rapport, à quoi? Bah, par rapport à ce que tu viens de mentionner concernant, tu vois, le fait de se reconnecter à ses émotions, à comprendre vraiment, tu vois, le lien que ça peut avoir. Un exemple, par exemple, d'accompagnement que j'ai pu faire? Ouais, par exemple, je sais pas, une anecdote ou quelque chose où tu t'es dit, là, il s'est joué quelque chose à ce niveau-là. Alors oui, par exemple, alors encore une fois, hein, c'est un bien-être, global, hein. Il faut réfléchir à notre rapport à soi, notre rapport à l'alimentation, comment on perd du poids, hein. Mais donc là, c dans les personnes que j'ai pu accompagner, par exemple, je vois souvent des personnes qui, rentrent le soir, du travail et en général, bah, il y a une grosse charge mentale qui est liée, au travail. En général, pendant la journée, elles profitent, par exemple, du fait de travailler pour ne pas penser à la nourriture. Souvent, elles se coupent de tous leurs besoins. Même se couper de ses besoins de boire ou d'aller aux toilettes, c'est déjà une perte de confiance en son corps et on envoie comme signal à notre corps qu'on ne respecte pas ses besoins. Donc même quand on prend en compte le fait de, comment dire, de «refaire confiance» entre guillemets à ces signaux corporels de satiété, rassasiement et de faim, ça va être aussi important de montrer à son corps qu'on le prend en compte aussi pour la soif
ou pour tous les besoins en tout cas qu'il nous transmet. Donc ça, c'est cette reconnexion au corps. Donc ça, c'est quelque chose que je vois souvent, des personnes voilà, qui vont au travail, elles ont une grosse charge mentale et toute la journée, en fait, elles se coupent de leurs besoins primaires. Et deuxièmement, quand elles rentrent le soir, souvent, il y a de l'alimentation émotionnelle parce qu'il y a eu cette charge mentale qui a été importante. Elles se sont coupées de leurs besoins de faire une pause dans la journée. Et du coup, il y a de l'alimentation émotionnelle qui intervient où on va avoir envie de se réconforter avec la nourriture. Et souvent, comme l'alimentation aussi n'a pas été bien régulée sur la journée parce qu'il y a eu de la privation, il y a une compulsion qui intervient par exemple à ce moment-là. Là, il y a de l'alimentation physiologique et émotionnelle qui va intervenir. Et souvent derrière, ça crée une perte d'estime, de la culpabilité, alors qu'au final, c'est un mécanisme physiologique qui intervient. Ouais, et d'ailleurs, souvent, on a tendance à confondre l'alimentation émotionnelle, enfin la faim émotionnelle, de la faim plus physiologique. Mhm. Et j'ai la sensation que c'est pas forcément évident de distinguer les deux quand on n'est pas forcément par rapport à ça. Tu vois, qu'on n'a pas eu la chance d'avoir peut-être un professionnel qui nous explique justement la différence Mm. entre les deux. Toi, c'est quelque chose qui, à ton avis, doit intervenir à quel moment? Et est-ce que tu avais la sensation, avant de faire, tu vois, ta formation sur les troubles du comportement alimentaire, est-ce que tu avais la sensation que c'était quelque chose qui était assez mis en avant selon toi? Non, c'est quelque chose qui est pas du tout, pris en compte dans le parcours, diététique classique. Donc, effectivement, on n'apprend pas nécessairement à différencier la faim émotionnelle de la faim, physiologique. D'ailleurs, la partie plutôt psycho, en général, je pense que ce qui est aussi un peu problématique, c'est que souvent la partie psycho, ça va plutôt être des psychologues qui vont la prendre en charge et la partie alimentaire, ça va être des diététiciennes et il y a toujours une difficulté à faire le lien entre les 2. Souvent, en fait, ce qui permet à la personne, en fait, de comprendre comment ça intervient sur le comportement alimentaire et bien, en fait, les liens ne sont pas toujours faits et du coup, il y a des petits manques, en fait, qui permettent de rattacher les compétences entre elles pour qu'il y ait, que le comportement, une fois qu'il a été modifié et que ça se passe mieux, puisse perdurer. Voilà, du coup, je me souviens plus de la question initiale, tu m'avais dit? Ça me fait penser à, d'ailleurs, l'une des raisons pour laquelle on a fondé Kiné Coach Santé il y a quelques années, c'est que justement, dans la manière, on parlait, tu vois, tu parlais du marché des solutions dans la perte de poids, etc., beaucoup de régimes. Nous, ce qu'on avait constaté avec Aubin à la base, donc Aubin, pour les personnes qui nous écoutent, c'est l'autre cofondateur de Kiné Coach Santé avec moi. Aubin, lui, qui à la base est kinésithérapeute et qui accompagnait beaucoup de ses patients qui souffraient justement de douleurs chroniques, etc., qui avaient constaté que la plupart étaient en surpoids et que ces douleurs étaient exacerbées par le fait que ces personnes étaient en surpoids. Lui, il recommandait beaucoup plan d'action, aussi des conseils simples à appliquer concernant la nutrition, l'activité physique, et il voyait qu'il y avait beaucoup de personnes qui ne le faisaient pas, mais et du coup, comme s'il y avait plusieurs pièces du puzzle, et qui allaient voir parfois différents professionnels qui ne se parlent pas entre eux, Mmh. et finalement qui n'ont pas toutes les pièces du puzzle de cette personne-là, qui n'ont pas tout le contexte de cette personne-là, et c'est ce qui fait qu'en fait, on a tendance à parfois pas agir exactement au bon endroit où la personne a besoin d'être soutenue, d'avoir des explications, d'avoir de l'éducation sur certains sujets, mais aussi peut-être d'avoir l'opportunité justement de creuser plus profondément des sujets. C'est pour ça que nous on fait du coaching et qu'on accompagne des personnes en individuel avec des vrais suivis rapprochés d'une coach qui va vraiment comprendre le contexte de la personne et qui va être à même de pouvoir lui faire les bonnes recommandations au bon moment. Et les bonnes recommandations, c'est pas juste quoi manger, quelle quantité. D'ailleurs, finalement, on parle assez peu de ça, mais c'est plutôt les bonnes recommandations sur, tu t'en parlais tout à l'heure, le rapport à soi, le rapport au corps, l'estime de soi. Souvent, on a l'impression que tout ça, ce sera merveilleux quand j'aurai perdu du poids, alors qu'en fait, le paradoxe, c'est que je vais perdre du poids quand j'aurai réglé les problèmes d'estime de moi, de Mmh. rapport à mon corps, plus tous les problèmes plus techniques, physiologiques liés à la satiété, à la qualité de l'alimentation. Et on dit toujours que, kiné coach santé, on dit toujours que c'est multifactoriel, plusieurs pièces du puzzle, et que pour faire tourner le cercle vicieux, le faire passer de cercle vicieux à cercle vertueux, il faut comprendre déjà son contexte à soi, son contexte de vie, et qu'est-ce que je dois mettre en place, moi, dans mon contexte, dans quel ordre, pour justement résoudre une à une ces briques émotionnelles, physiologiques. Et de ce que tu disais tout à l'heure, c'est un peu les deux finalement. Il y a des briques physiologiques qui vont alimenter les briques émotionnelles et les briques émotionnelles qui vont faire que physiologiquement, ça va être plus parlant. Sans rentrer Mmh. trop dans le détail technique, mais je sais qu'une fois on avait parlé de ça ensemble récemment, c'était vraiment, tu vois, le lien entre le niveau de stress émotionnel, ce que ça pouvait impacter d'un point de vue physiologique, et à quel point justement ce stress physiologique pouvait impacter le stress émotionnel et donc créer un peu une forme de cercle vicieux. Est-ce que rapidement, tu vois, tu peux redétailler un peu le lien entre les deux, entre toi le stress émotionnel
et ce que ça peut créer comme stress physiologique et pourquoi en fait c'est un problème qui peut s'auto-alimenter. Et c'est, aussi pour ça que ça va être important de prendre, en compte justement le stress, le sommeil et prendre vraiment l'alimentation dans son ensemble. Parce qu'effectivement, quand on a des niveaux de cortisol qui sont très élevés, quand on est stressé ou qu'on dort peu, parce que souvent, bah, le stress, il va aussi déréguler le sommeil, ça va jouer sur la glycémie. La glycémie va être toujours haute, il va y avoir des pics de glycémie qui vont nous diriger vers de l'alimentation sucrée et en général, comme cette glycémie va être haute, on va avoir, tendance à avoir plus de difficultés à perdre du poids et il y a aussi des détournements de micronutriments dans l'organisme. Donc potentiellement, on peut être plus sujet aussi aux carences quand, il y a des stress, chroniques. Le stress chronique va aussi impliquer du stress oxydatif qui crée de l'inflammation dans le corps. L'inflammation, ça va aussi générer des difficultés de perte de poids parce que bah, le métabolisme est encore une fois impacté. Notre corps, c'est aussi un ensemble de réactions physiologiques et quand il y en a une qui fonctionne moins bien, eh bien, la perte de poids, elle est plus lente ou il va y avoir aussi de l'alimentation émotionnelle parce que quand la glycémie est élevée et que le cortisol est élevé, ça nous oriente aussi vers de l'alimentation plus sucrée, plus grasse, de l'alimentation réconfort. Ouais. Donc, ce que je retiens de ça et ce que je pense des personnes peut-être moins averties sur ces sujets pourraient ressortir de cette discussion, c'est vraiment de comprendre que il y a plusieurs pièces dans le puzzle. Faut voir ça comme un puzzle avec plusieurs pièces et c'est pas juste qu'est-ce que je vais manger qui va m'amener à perdre du poids. Ça, c'est souvent la question qu'on croit la question la plus importante, justement, quand on a fonctionné avec des méthodes qui étaient tournées vers ça, avec ce genre de promesses, hein, comme tu disais tout à l'heure. C'est vraiment quel est le contexte petit à petit que je dois réussir à créer dans ma vie pour que ma psychologie vienne soutenir ma physiologie, c'est-à-dire mon état émotionnel vienne agrémenter, améliorer aussi le côté physique, physiologique, parce que c'est indirectement ça qui peut complexifier aussi la situation émotionnelle. Donc déjà de ressortir avec une prise de conscience que c'est pas juste quoi manger, quelle quantité, quel sport faire, mais vraiment considérer tout le spectre. Et après, souvent, je sais que les gens vont dire, bah oui, mais par quoi je commence, etc. Et ça, c'est un peu les questions qui viennent après. Mais c'est déjà comprendre que c'est multifactoriel et que c'est pas que physique, mais c'est aussi émotionnel, psychologique. Ouais, tout à fait. Du coup, c'est important vraiment en tout cas, de vraiment partir sur un bien-être global et travailler autant la psychologie que les habitudes alimentaires, qui nous vont bien, les habitudes de vie qui nous vont bien, pour pouvoir tenir ça sur la durée et pas que ce soit, bah, à un moment donné, une perte de poids qui est complètement déconnectée de nos besoins et qui, va impacter, bah, les relations à l'alimentation. Ouais. Bah écoute, je te propose, est-ce que toi tu voudrais rajouter quelque chose à la discussion? Il y a un sujet que tu voulais qu'on aborde, qu'on détaille un peu ensemble? Bah, après peut-être parler aussi, bah, des raisons qui peuvent aussi, peut-être plus psychologiques qui peuvent impacter la perte de poids. C'est vrai que donc là, je parlais effectivement, de la déconnexion, des signaux corporels et de la perte d'estime qui peut impacter justement, la relation à l'alimentation, la relation au corps. Mais après, il y a aussi des facteurs autres qui peuvent être, par exemple, comment dire? Parfois ça peut être la charge mentale, parfois ça peut être aussi des croyances aussi qu'on a eues, dans notre enfance qui vont impacter notre relation à l'alimentation. Parfois ça peut être aussi, bah, justement le fait de se couper de ses émotions qui peut, générer le fait de comment dire? D'utiliser comme stratégie l'alimentation, réconfort parce qu'on s'est coupé de ses émotions. Ça peut être aussi parfois de la culpabilité par rapport à ses émotions qui fait qu'on a tendance à manger pour se réconforter. Donc ça, c'est aussi plein de sujets qui sont pas, pris en compte dans un parcours classique qui seront aussi hyper importants pour comprendre les raisons de notre alimentation et pouvoir avoir un changement durable et je pense que ça, c'est aussi des aspects qui sont importants entre guillemets à conscientiser. Ouais, conscientiser, c'est le terme que j'allais utiliser. C'est vraiment, je trouve, par définition, les prises de conscience. Tu vois, quand on regarde les personnes qu'on accompagne et qui vraiment réussissent à atteindre des objectifs qui leur paraissent super ambitieux. Tu vois, souvent, on a des personnes qui viennent nous voir, qui ont 10-15 kilos à perdre, même parfois plus, et qui arrivent à tenir une fois ces 10-15 kilos perdus, à maintenir leurs conditions. Ce qu'on constate, c'est toujours que à un moment, elles ont vraiment considéré, et donc ce moment, c'est généralement quand elles viennent nous voir, parce que c'est là-dessus qu'on travaille, en priorité, c'est le contexte émotionnel, elles ont considéré, comme si elles avaient changé leur fusil d'épaule, tu vois. Pendant des années, c'est quoi manger, quelle quantité, protocole, quel sport faire, etc. Et à un moment, elles se disent, mais en fait, la clé, c'est déjà émotionnellement, les croyances, qui je crois être. Si je crois que je suis une personne qui n'arrivera jamais à perdre du poids, de toute façon, c'est comme si c'est comme ça, bah, mes actions vont toujours venir valider ça. Alors que le jour où j'ai décidé que je suis capable d'y arriver et si je suis dans cette situation, c'est juste parce que j'ai pas encore compris, appris, mis en place ce qui va me permettre de quitter cette situation,
déjà de croire que c'est possible, ça paraît un peu dev perso, nébuleux, mais en fait, c'est la réalité. Si déjà tu Mmh. crois pas en toi et dans ta capacité à faire les choses, tu iras pas à la première difficulté, en fait, tu vas venir valider, le fait que tu y arrives pas et que tu échoues à chaque fois. Donc ça, c'est pas forcément évident, ça s'apprend aussi, hein, c'est aussi ce qu'on fait avec les personnes qu'on accompagne, mais c'est déjà de Ouais. croire en soi et de croire que c'est possible et puis après c'est quelque chose qui se travaille bien sûr et qui s'apprend. On a l'impression que c'est inné souvent, d'ailleurs on a beaucoup de personnes, je sais pas si ça t'arrive, dans les personnes que tu suis, mais souvent tu as des personnes qui disent: «Moi, je suis une personne qui ait pas confiance en elle. De toute façon, j'ai jamais eu confiance en moi, donc c'est comme ça» et qui croient que c'est quelque chose qu'on peut pas apprendre. Alors que bien sûr, ça s'apprend en fait. C'est Mmh juste qu'il mh. y a pas une notice qui est la même pour tout le monde, mais Qui ça s'apprend. considèrent que leur cas est différent. Oui, oui, mais pour moi, ça va être différent. D'ailleurs, c'est souvent quand on nous pose les questions: «Mais est-ce que vos accompagnements, vos programmes, ça marche?» Comme si oui, moi, j'ai tout essayé et c'est normal, hein, de toute façon de croire ça quand on a essayé beaucoup de choses, mais il faut aussi comprendre que d'ailleurs, je l'ai beaucoup dit aujourd'hui, c'est contextuel, tout le monde, a son contexte, mais il y a quand même ce qu'on appelle des patterns, des schémas récurrents dans des profils de personnes qui nous orientent sur la manière dont on va accompagner, une personne. D'ailleurs, je sais pas si tu as un exemple qui te vient, si on prend, tu vois, un profil un peu type que tu as souvent l'habitude d'accompagner? Peut-être, si je peux être un exemple ou pas qui te vient? De personnes justement qui pensent avoir, être un cas différent dans ce Oui, alors qu'en fait, nous, on comprend très rapidement justement quel profil elles ont et justement comment on peut les accompagner par rapport à ça. bah, je pense qu'effectivement, comme c'est un sujet qui est quand même, pas forcément connu et que c'est pas, on entend quand même, rarement parler justement de l'alimentation émotionnelle encore, qu'il y a pas forcément, voilà, beaucoup de professionnels, formés et qu'en général, on a tendance à considérer que soit, il y a de l'hyperphagie, de la boulimie, de l'anorexie, soit il y a les personnes qui arrivent à réguler leur alimentation. Souvent, les personnes imaginent être dans un entre-deux qui n'est pas, où il y a pas de définition. Il y a pas de être un peu des cas particuliers où pour elles, c'est particulier. Et du coup, effectivement, je pense que comme, bah, elles ont pas les clés ou qu'elles ont pas trouvé les informations, ailleurs, pensent entre guillemets que, ben, dans leur cas est spécifique et que, il y aura pas, alors tout le cas est spécifique, hein, bien sûr que le cas, chaque cas reste spécifique, mais justement, voilà, comme elles ont pas encore, découvert les outils, que elles ont pas eu l'occasion de lire ailleurs, les outils qui pouvaient exister, bah, elles ont l'impression effectivement que dans leur cas à elles, il y aura pas de solution. Ouais, alors qu'en fait, il y en a. Voilà, alors qu'on a trouvé des solutions. D'ailleurs, c'est Ouais. un truc qui me fait sourire parce que il y a quelques mois, il y a une personne, qui était avec moi, qu'elle avait parlé la première fois. Donc pour expliquer rapidement comment on travaille aux personnes peut-être qui nous découvrent. D'ailleurs, vous aurez un lien sous cette vidéo pour pouvoir bénéficier de ça. C'est que en fait, la première chose qu'on fait, c'est qu'on parle aux gens. Donc on fait bénéficier de rendez-vous qui sont, gratuits, qui sont sans engagement, pour comprendre le contexte de la personne, lui poser des questions et faire en sorte de comprendre vraiment où est-ce que ça bloque d'un point de vue, surtout émotionnel pour comprendre qu'est-ce qu'il va falloir mettre en place avec cette personne qui probablement est l'une des raisons de l'alimentation émotionnelle? C'est-à-dire que la plupart enfin, toutes les personnes qui viennent nous voir ont compris qu'elles avaient un rapport à l'alimentation qui les amenait à trouver du réconfort dans la nourriture et donc elles viennent nous voir, elles prennent un rendez-vous qui est offert et on discute avec elles. Et l'une des personnes que j'avais eues il y a quelques mois m'avait dit, après, je sais pas 30-40 minutes d'échange, où moi je lui ai dit: «Bon bah OK, merci pour ce que tu m'as partagé, j'ai compris, vraiment ton contexte et je suis sûr et certain qu'on peut t'aider parce que ce que tu me racontes, aujourd'hui, je l'ai entendu des centaines de fois si ce n'est plus». Donc je lui explique qu'on peut travailler avec elle et puis je lui explique comment ça fonctionne. Et elle dit: «Mais et tu penses pas que je suis un cas désespéré?» Et cette phrase, elle m'a fait sourire, c'est pour ça que je souriais en y pensant. C'est qu'en fait, ça, on n'y croit plus parce que, on a aidé tellement de personnes avec des profils différents qui justement croyaient qu'elles étaient à part parce qu'elles ont l'impression d'être un peu le vilain petit canard qui est, le seul à souffrir de cette alimentation émotionnelle parce que c'est vrai que c'est un sujet qui est pas encore très médiatisé, connu et qu'en plus l'industrie des régimes de la perte de poids continue à vraiment matraquer que, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut manger comme ci, il faut faire ce sport pour perdre du poids. Que en fait, quand moi j'ai compris que c'était pas quel sport faire et quoi manger, mais que c'était plus profond que ça, c'était mon rapport à l'alimentation et que je réconfortais mes émotions avec la nourriture, j'ai l'impression que si personne parle de ça autour de moi, que je suis la seule personne en fait. Et donc si j'ai l'impression d'être la seule personne qui a ça, j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de solution pour moi. Donc cette personne m'avait dit: «Bah, du coup, toi, tu crois pas que je suis un cas désespéré?» Et je lui avais expliqué ce truc, tant que tu déjà non,
t'es pas un cas désespéré parce que j'ai l'habitude d'entendre ça, mais en plus, si dans ta tête, toi, tu te considères comme un cas désespéré, c'est normal en fait que tu viennes auto-alimenter ce truc-là. Et pour l'anecdote, parce que je sais que souvent les personnes, en m'entendant raconter ce genre d'histoire vont dire: «Oui, mais aujourd'hui la personne elle en est où?» Et bah, la personne elle a réussi à retrouver une relation saine avec la nourriture. Elle a perdu 8 kilos en 4 mois, ce qui est significatif pour une personne, je crois qu'elle avait à peu près une dizaine de kilos qu'elle voulait perdre et perdre 8 kilos en 4 mois dans un contexte où il y a une relation à l'alimentation qui est compliquée, c'est une excellente nouvelle. Parce que je sais aussi qu'il y a des personnes qui vont m'entendre parler et qui vont dire: «Oh 8 kilos en 4 mois, c'est pas énorme». Oui, c'est vrai que si on compare avec les méthodes qui vous promettent de perdre 8 kilos en 3 semaines, techniquement c'est faisable, mais c'est exactement ce que tu partageais Tess tout à l'heure. C'est vraiment, OK, du poids rapidement, mais pour le reprendre en combien de temps? Et avec quelles conséquences ça peut avoir, émotionnelles, mais aussi physiologiques sur les carences au niveau alimentaire. Donc il y a vraiment une manière de perdre du poids durablement. La priorité pour les personnes qui se reconnaissent dans ce qu'on a partagé aujourd'hui, c'est vraiment de considérer la relation que vous avez avec l'alimentation. Et c'est pour ça que, juste pour terminer par rapport à cette personne-là, qui s'appelait Virginie, si elle a réussi à perdre ses 8 kilos en 4 mois, c'est parce que elle a considéré enfin sa relation à l'alimentation. Ce qui fait qu'elle est passée de mais du coup je suis un cas désespéré à ah non en fait je suis pas un cas désespéré parce que j'avais jamais considéré vraiment ma relation à l'alimentation et quand je commence par là, bah, du coup là oui, ma relation à l'alimentation va commencer à s'améliorer et donc c'est comme si j'enlevais les bâtons dans les roues du vélo et que là c'était du coup tout d'un coup plus facile de faire du vélo parce que la raison qui m'empêchait d'avancer, de perdre du poids d'une manière durable était justement cette alimentation émotionnelle, cette relation à l'alimentation. Donc ça me semblait important quand même de rappeler, tu vois, un peu en conclusion que c'est toujours la priorité quand on a identifié qu'on a un rapport à l'alimentation qui a tendance à être du réconfort dès qu'il y a une émotion qui est perçue comme désagréable, colère, tristesse ou de la fatigue, de la solitude, d'aller vers l'alimentation. Si en plus, derrière, j'ai un objectif de perte de poids, c'est prioritaire de considérer ça comme la première pièce du puzzle, si on reprend un peu cette métaphore. Et ce que j'ai envie de partager aussi, c'est que, souvent les personnes, ben, se disent: «J'essaye une méthode et bah, il faut les résultats et si j'ai pas eu les résultats, je change de méthode». Et là, en fait, on est vraiment sur un travail global où c'est un travail, sur soi, un travail sur l'alimentation et en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il faut jamais lâcher parce qu'en fait, il y a des situations où on va tester une stratégie. Cette stratégie, elle va marcher parfois. Dans d'autres situations, ben, ce sera une autre stratégie qui sera, à employer et dans toute transformation psychologique, et là on est plutôt dans le comportement alimentaire, eh bien il y a des phases de transformation. Et avant d'automatiser un comportement, eh bien il faut passer par ce processus de transformation et le temps va être dépendant selon chacun, mais ce qui est important en tout cas, c'est de jamais lâcher et de continuer entre guillemets à travailler sur soi et son rapport à l'alimentation. Parce qu'effectivement, il y a des événements parfois qui vont venir nous challenger, des événements difficiles dans la vie, et le fait d'avoir fait tout ce travail en amont sur soi, il y aura une prise de conscience de ce qui se passe en nous et ça nous permettra de réguler et de continuer entre guillemets ce travail. Et je pense que voilà, c'est pour ça aussi que là dans la méthode, ce qui est important, bah, c'est qu'on est sur ce travail global qui ne nous déconnecte pas de nos signaux corporels, mais au contraire nous apprend à mieux nous comprendre, mieux nous connaître aussi bien corporellement que psychologiquement. Et en fait, ça permet en fait cette transformation durable. Peut-être dites-nous en commentaire si vous êtes encore là, c'est quoi les sujets qui vous ont le plus intéressé? On aura l'occasion sûrement de refaire on pourra refaire un épisode peut-être plus précis sur un sujet en particulier. Dites-nous peut-être s'il y a des choses qu'on n'a pas abordées, peut-être les questions que vous posez. Toutes ces choses-là, vous pouvez nous les dire en commentaire et puis on les lira avec grand plaisir et on retournera à un autre épisode pour peut-être aller plus dans le détail de certains sujets. Également, vous retrouvez aussi un lien dans la description, comme je le mentionnais il y a quelques instants, qui va vous permettre de bénéficier d'un bilan offert avec un ou une coach de l'équipe pour vraiment faire le point sur votre relation alimentation et voir déjà quelles sont les premières étapes pour réussir à perdre du poids de manière durable. Et si on est les bonnes personnes pour vous aider, bah, on se fera un plaisir de vous expliquer comment ça fonctionne, comment fonctionne notre méthode et comment on travaille. Tout ça, vous avez le lien en description. Vous pourrez vous glisser dans un calendrier des coachs. C'est gratuit, c'est un rendez-vous qui n'engage à rien. Et l'objectif, c'est de voir tout simplement de ressortir avec une feuille de route claire sur où est-ce que vous en êtes et qu'est-ce que vous devez faire pour résoudre ce problème d'alimentation émotionnelle, qui est très probablement ce qui bloque votre perte de poids si vous êtes arrivé jusqu'ici dans l'épisode aujourd'hui. Prenez soin de vous. Merci Tess. À très bientôt. Avec plaisir, à À une bientôt. prochaine. Bye bye.